Le président de la République supervise le lancement des travaux d'extension du réseau routier de la ville d'Ayoun, ainsi que la réhabilitation et la reconstruction de 7 tronçons d'une longueur de 700 km du réseau routier national. Le président de la République supervise l'inauguration de l'extension des réseaux électriques de la ville d'Ayoun et des sièges des conseils régionaux de 10 wilayas du pays. Et les habitants de la wilaya du Hawd al-Gharbi réservent un accueil chaleureux au président de la République lors de sa visite de travail pour inaugurer et poser la première pierre de nombreux projets de services et de développement. Voilà, c'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de les développer, la présidence de la République a annoncé par décret en date de ce jour la nomination de Madame Rabbiha Hamoud Abdelwadoud, chargée de mission à la primature. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a supervisé aujourd'hui dans la ville d'Ayoun, capitale du Hawd al-Gharbi, l'inauguration et la pose de la première pierre d'importants projets de développement et d'infrastructures de services publics. C'est ainsi que le président de la République a procédé au lancement des travaux d'extension et de réhabilitation de la route nationale. Le président de la République a également supervisé le démarrage de la construction de la voirie urbaine de la ville d'Ayoun et a procédé à l'inauguration de la centrale éolienne pour l'approvisionnement en électricité de la ville d'Ayoun. Abdullah Damaba nous en dit plus. Le président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a supervisé à Ayoun le démarrage des travaux de construction d'un réseau routier urbain qui va relier les différents quartiers de la ville d'Ayoun. Il s'agit notamment du quartier Lamghaiti à l'aéroport, du centre hospitalier de cette ville au centre-ville d'une longueur de 1100 mètres, du tronçon reliant Kobeni à l'hôpital de 820 mètres et de l'aéroport de cette localité à la route principale de 7030 mètres. Ce projet rentre dans le cadre de la modernisation des centres urbains. Suite au coup d'envoi de ce projet, le président de la République a eu droit à des explications détaillées sur ce programme. Par la suite, le chef de l'État a supervisé le démarrage des travaux de restauration et de réhabilitation de 700 km du réseau routier national sur l'axe de la route de l'Espoir, particulièrement entre Aleg Martalajar, Tentan Ayoun, entre autres. Ces travaux sont exécutés par l'établissement des travaux d'entretien routier ETER et sur financement de l'État mauritanien pour un montant global de 53 milliards d'ouguiyas. Le président de la République a par ailleurs supervisé l'inauguration de la nouvelle centrale électrique de la ville d'Ayoun dont la capacité de production est de 1500 kW. Cette nouvelle centrale s'inscrit dans le cadre du projet d'électrification de 16 localités de la wilaya du Hawd al-Gharbi. Le coût global de ce projet est plus de 196 millions de la nouvelle ouguiya sur financement de l'État mauritanien. Suite au lancement de ces travaux, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalem Ould Mohamed Saleh, a déclaré au cours de cette cérémonie que ces réalisations rentrent dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur de l'énergie afin que tous les citoyens du pays puissent accéder à l'électricité. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a en outre mis en avant le programme de renforcement de l'accès à l'électricité au sein des quartiers résidentiels isolés au niveau de 50 Moukata de ces régions. Par la suite, le ministre de l'Équipement et des Transports, Nani Woulchoura, a affirmé que ces travaux de réhabilitation et de construction de routes constituent le plus important projet de restauration du réseau routier national. Il a en outre déclaré que l'exécution de ces travaux va faciliter le désenclavement de certaines localités. Le maire de la commune d'Ayoun a souhaité la bienvenue au président de la République au nom des habitants de cette ville. Il a aussi mis en avant les réalisations au profit de la wilaya du Hawd al-Gharbi et salué l'attention portée par le chef de l'État aux couches vulnérables. La ville d'Ayoun va bénéficier d'un programme de voirie urbaine qui va relier l'aéroport au centre hospitalier et au centre-ville. De plus, Ayoun se voit doté d'une centrale qui fonctionne grâce à l'énergie éolienne, ce qui assurera l'approvisionnement en électricité de cette ville et des localités environnantes. Abdullah Damaba toujours. La ville d'Ayoun bénéficie d'un programme spécial d'édification d'un réseau routier urbain de 7 km. En plus, cette ville profite de la construction de 10 km de routes reliant l'hôpital, l'aéroport
au centre-ville. Ce réseau urbain qui est exécuté par la société Agrinet est réalisé sur financement de l'État. Ce projet de voirie vient s'ajouter au projet de construction de réhabilitation du réseau routier de la route de l'Espoir comprenant ces tronçons dont Aleg Mortalarjar de 100 km réalisé par la société MTC. Le second axe routier relie la ville de Djouk à Kifa d'une longueur de 100 km. Le troisième tronçon exécuté par l'État relie la ville de Tentan à Ayoun. Le quatrième tronçon va relier Awenad Zibel à Ayoun d'une longueur de 90 km. Il est réalisé par la société ATTM, entre autres. La nouvelle centrale électrique de la ville d'Ayoun fait partie des infrastructures qui ont été inaugurées par le chef de l'État. Doté d'une capacité de 1500 kW, cet ouvrage permettra d'assurer l'approvisionnement en électricité de la ville d'Ayoun et des localités environnantes. Ce programme est mis en œuvre à l'aide de l'énergie solaire et fait partie de la stratégie nationale de développement du secteur de l'énergie. Cette centrale fonctionne à l'aide d'un système éolien et différente des centrales classiques. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a également supervisé l'inauguration de sièges de conseils régionaux dans 10 wilayas du pays après l'achèvement des travaux dans celle-ci. Le siège de chaque conseil est constitué d'un grand bâtiment construit selon la nouvelle architecture des bâtiments administratifs haut de gamme qui permet aux membres du conseil d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions et d'accompagner le développement local des régions. Mohamed El-Khattab. À son arrivée au siège flambant neuf du conseil régional d'Ayoun, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a été accueilli par le wali du Hod El Gharbi, le président du conseil régional de la Wilaya, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et madame la présidente de l'association des conseils régionaux de Mauritanie, avant de s'allier les présidents des autres conseils régionaux du pays venus à son accueil. Le président de la République a par la suite coupé le ruban symbolique inaugurant la mise en activité du conseil régional de la wilaya du Hod El Gharbi et l'achèvement des travaux dans les 9 autres conseils régionaux que sont ceux du Hod El Charqi, de la Saba, du Gorgol, de l'Adrar, de Dakhlet El Ouadibou, du Tagant, du Guidimaka, du Tiris Zemour et de l'Inchiri. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Sid Ahmed El Mohamed, a expliqué que les bâtiments affectés aux conseils régionaux se caractérisent par le fait qu'ils sont construits suivant des normes techniques qui permettront d'offrir des conditions de travail appropriées pour ces conseils. Il a souligné que le département de l'Habitat travaille à la mise en œuvre de grands programmes et infrastructures de services, dont la construction d'un grand hôpital dans la ville d'Ayoun dans les meilleurs délais. Lui succédant, la présidente de l'association des conseils régionaux de Mauritanie, Mme Fatima Abdel Malik, elle a salué cet événement au cours duquel les conseils régionaux ont été inaugurés, soulignant l'importance et le symbole que cela signifie comme acte posé dans le processus de la décentralisation cher à son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. Pour sa part, le président du conseil régional du Hod El Gharbi, M. Khatal Cheikh Ahmed, il a salué les efforts déployés par le gouvernement dans le domaine de la promotion et du développement de la décentralisation, passant en revue les réalisations accomplies dans la wilaya dans le domaine de l'appui au développement local. Enfin, le maire de la commune d'Ayoun, M. Djaoul Leddey, a souhaité la bienvenue au président de la République au nom des habitants de la commune, saluant l'attention qu'il porte à l'élévation du niveau de vie des couches vulnérables parmi la population et soulignant l'importance des programmes et projets inaugurés ou lancés lors de cette visite présidentielle pour la dynamisation du tissu économique social. Le président de la République a écouté des explications détaillées sur la nature de ces conseils régionaux, dont la fiche technique révèle qu'ils sont construits sur une surface bâtie variant entre 2553 m², 2796 m² et 3683 m². Ils sont de type 1, R+2, comme celui de Dakhlet El Ouadibou avec 72 bureaux, de type 2, R+1, comprenant 64 bureaux comme ceux de Nema, Ayoun, Kifa, Kayedi, Selibabi, Rosso et Aleg, ou de type 3, R+1 avec 62 bureaux comme ceux de Tijikja, Akjoust, Attar et Zouerat. Il convient de préciser que la construction de ces conseils régionaux a coûté pas moins de
591 350 319 nouvelles Zougia financées sur budget de l'État. De même que le siège de chaque conseil régional comprend une trentaine de bureaux, un parking, des équipements publics, une salle de réception et une autre pour les réunions. Il est construit selon la nouvelle architecture de bâtiments administratifs au standing pour permettre aux membres du conseil d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions possibles, en plus d'être un appui appréciable pour le développement local des wilayas. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, est arrivé ce matin à Aïoun, capitale du Haut Al-Gharbi, pour superviser la pose de la première pierre d'un certain nombre de projets de développement. À l'aéroport d'Aïoun, le président de la République a été accueilli par le wali du Haut Al-Gharbi et le président de sa région, M. Ahmed Mamadou Kili, et M. Khattar ou le Cheikh Ahmed. Le maire de la commune d'Aïoun, M. Djaoul Dey, le commandant de la 5e région militaire, général Abdallah Oulsidelemi, et les 2 députés de la Muqata'a d'Aïoun. Le président de la République a salué par la suite les députés de la wilaya à l'Assemblée nationale, les élus locaux et les cadres et notables de la wilaya.
Les habitants du Haut el-Gharbi ont réservé au président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, un accueil populaire chaleureux à son arrivée dans la ville d'Ayoun ce matin, dans le cadre d'une visite de travail dans cette wilaya. Dès les premières heures de la matinée, les rues de la capitale du Haut el-Gharbi étaient prises d'assaut par des milliers de citoyens portant des photos agrandies du président de la République et des banderoles où ils exprimaient leur reconnaissance pour les réalisations accomplies dans leur wilaya et les régions du pays au cours des 3 dernières années. Des groupes artistiques et folkloriques venus des 5 muqata'a du Haut el-Gharbi ont également exprimé avec ferveur par des chants et des poèmes une partie de cet accueil populaire fait d'allégresse et de spontanéité.
Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a quitté Nouakchott jeudi matin pour les villes d'Ayoun et Bogué dans le cadre d'une visite de travail. À son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, le président de la République a été salué par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, la ministre conseillère à la présidence de la République et les ministres de la Justice et de la Défense nationale, ainsi que par la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Le président de la République est accompagné au cours de ce voyage de la délégation suivante: Moulay Ould Mohamed Laghdar, ministre secrétaire général de la présidence de la République; Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation; Sid Ahmed Ould Mohamed, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire; Nani Ould Chrouqa, ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement; Sidi Mohamed Ould Talb Amar, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement; Sidi Mohamed Ould Jaafar, chargé de mission à la présidence de la République; Tal Ousmane, conseiller à la présidence de la République; El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Les préparatifs de la visite du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani à Bogué, vont bon train. Les habitants se sont fortement mobilisés pour réserver un accueil chaleureux et populaire au président de la République qui procédera à l'inauguration de la centrale d'épuration d'eau et à l'extension du réseau électrique au profit de 9 villages. Reportage de notre envoyé spécial à Bogué, Bokar Baylaba. Bogué, appelé communément Doubango, s'apprête à accueillir le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. Une visite axée sur le lancement de projets socio-économiques et d'inauguration d'autres infrastructures de base, notamment dans le domaine de l'eau et de l'électricité. Une tournée effectuée au centre-ville a permis de constater que les préparatifs vont bon train pour accueillir le président de la République. Une visite saluée à sa juste valeur par les habitants de la ville. Tous affirment que cette visite vient en point nommé et illustre l'intérêt qu'accorde le président de la République à cette ville, creusée de la diversité sociale du pays. Nous souhaitons bien la bienvenue au président de la République, avec toutes ses réalisations, et en particulier cette inauguration de l'eau, qui est une ancienne doléance de la Mokata. C'est vraiment un plaisir de l'accueillir à Bogué. D'autres réalisations ont été effectivement réalisées dans le cadre de l'électrification des communes rurales et l'extension du réseau électrique. Comme vous l'avez remarqué, toute la population boguéenne s'est mobilisée pour cet accueil d'une grande portée du président de la République. D'abord, la première des choses, c'est que c'est une opportunité pour nous. C'est une occasion qu'on attendait depuis. L'eau à Bogué. Depuis les années 60, la population boguéenne a longtemps souffert de ce manque d'eau. Aujourd'hui, c'est une opportunité, c'est une occasion pour la population boguéenne de venir massivement remercier le président de la République. Donc, je pense que, comme vous l'avez remarqué, qu'il y a une effervescence, il y a une forte mobilisation de la jeunesse, des femmes, des vieux, toute la population confondue dans sa diversité. Qui dit eau potable à Bogué, pour nous Bogué, c'est un grand événement parce que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, le département de Bogué et la ville de Bogué, malheureusement, n'ont jamais pu bénéficier de cette eau potable ou de cette source de vie. Donc c'est un grand événement que nous allons célébrer en allégresse. Maintenant, tout n'est pas encore rose, parce qu'il y a aussi des problèmes qui se posent toujours dans le département. Surtout si je me réfère au niveau d'une frange importante de la population chez les jeunes. Nous avons vraiment une jeunesse des diplômés chômeurs qui sont là. Tout n'est pas luisant, tout simplement. Donc nous lançons aussi un appel solennel au président de la République pour qu'il tienne. Nous le félicitons pour cette eau, mais aussi il y a d'autres doléances qui restent encore à faire. Beaucoup reste encore à faire. Ainsi, les habitants de Bogué sont prêts à réserver un accueil chaleureux et populaire au président de la République. Mobilisés sous forme de comité, ils fondent beaucoup d'espoir sur cette visite pour donner une nouvelle impulsion aux activités socio-économiques. Bon, vraiment, on est très contents. Donc, l'arrivée du président de la République, donc il va inaugurer de l'eau.
avec l'extension. Donc vraiment, on dit soyez les bienvenus. Donc nous, habitants de Bogué, on est très contents. Nous sommes vraiment heureux d'entendre notre président pour venir ici nous voir. Et c'est un soutien pour nous. Vraiment, nous sommes très heureux de le voir ici dans cette ville. On a vraiment besoin de lui. Donc c'est une fierté en entendant que le président de la République est là dans notre village qui se situe à Bogué. À propos de l'eau, machallah, depuis ce temps normal, on a bu l'eau normale, l'eau potable aussi. Nous sommes vraiment très contents de tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes vraiment contents de l'arrivée du président et nous lui remercions aux réalisations qu'il a commencé de faire ici, surtout l'inauguration de l'eau potable. En général, depuis quelques années, nous avons un problème de l'eau potable. Tout le monde sait que ici l'eau qu'on buvait était vraiment salée. Et nous lui remercions beaucoup parce que cette réalisation est... D'ailleurs, nous, la population de Bogué, nous n'avons pas autre chose que lui remercier beaucoup. En plus d'améliorer la qualité de vie des ménages, l'eau et l'électricité constituent une condition essentielle au développement d'activités productives et génératrices de revenus. L'effervescence monte à Bogué. Les habitants sont fortement mobilisés pour réserver un accueil populaire et chaleureux au président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, qui viendra demain ici à Bogué pour procéder à la pose de la première pierre d'importants projets, mais aussi à l'inauguration d'autres projets structurants ici à Bogué. Bakar Baylaba pour la télévision Al-Mauritania depuis la ville de Bogué. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, a reçu aujourd'hui dans son bureau à la primature M. Mohamed Lamar, directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, l'ALESCO, accompagné des participants au symposium international pour promouvoir le leadership des femmes et leur permettre de jouer leur rôle dans la consolidation de la paix et du développement durable. Ce symposium est organisé dans notre pays en partenariat entre le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science et le Centre Mouhit de développement et des questions de la femme et de la paix. À l'issue de la rencontre, la ministre tunisienne des Affaires culturelles, Mme Hayat Khattat Al-Qarmazi, a exprimé dans une déclaration au nom des participants au forum sa profonde satisfaction de l'accueil par Monsieur le Premier ministre, accompagné de l'équipe participant au forum régional sur le rôle de la femme dans la réalisation du développement et de la paix organisé en Mauritanie. Elle a souligné qu'elle se sentait comme chez elle lors de cette visite qui est la première qu'elle effectue en Mauritanie en vertu des relations historiques qui lient les peuples mauritaniens et tunisiens, de la culture qu'ils ont en partage et des relations d'amitié et de fraternité de longue date entre les deux pays. Elle a exprimé sa joie d'assister à ce forum qui consacre le rôle des femmes dans les sociétés arabes pour réaliser le développement, soulignant qu'il n'y a pas de développement sans les femmes car elles représentent plus de la moitié de la société. Elle a également exprimé ses sincères remerciements à la présidence de la République, au gouvernement et au peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité, soulignant le rôle de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science qui rassemble les pays arabes et s'adapte aux transformations dans le monde arabe, notamment ceux imposés par la crise du Covid-19 et les guerres et conflits qui se propagent dans le monde. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed El Souedat, la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Aïcha Valverges, du conseiller du Premier ministre en charge de la culture, de la jeunesse et de sport, M. Abdissal Moulchar Saadou, et Mme Mekfoulem Tagat, présidente du Centre Mouhit de développement et des questions de la femme et de la paix.
L'Assemblée nationale a, au cours d'une séance plénière tenue sous la présidence de M. Cheikh Ould-Bahi, son président, approuvé le projet initial de loi de finances pour l'année 2023. Le projet de loi de finances initiale pour l'année 2023 vise à faire progresser le niveau de l'activité économique nationale après l'impact négatif de la pandémie de Covid-19 afin de réaliser une croissance économique forte et équitable qui tienne compte de la bonne gouvernance, de la justice sociale et du développement durable. Aminata Khan. Cette séance plénière présidée par le député Cheikh Ould-Bahi, président de l'Assemblée nationale, a vu l'adoption du projet de loi des finances pour l'année 2023. Ce projet de loi pour l'année 2023 vise à faire progresser le niveau de l'activité économique nationale après l'impact négatif de la pandémie de la COVID-19 afin de réaliser une croissance économique forte, équitable qui tienne en compte la bonne gouvernance, la justice sociale et le développement. Au cours de leurs interventions, certains députés ont souligné l'importance du projet de loi qui vient concrétiser les engagements du président de la République, notamment dans les domaines sociaux, la modernisation de la justice, la lutte contre la marginalisation et l'exclusion, ainsi que la lutte contre la corruption dans une circonstance record caractérisée par les répercussions de la pandémie de la COVID. D'autres députés ont cependant souligné des problèmes les plus importants au niveau de leur circonscription, appelant à l'élaboration d'une stratégie d'exploitation des richesses locales et au financement des petites et moyennes entreprises ainsi qu'à l'élargissement de la portée de certains projets pour améliorer l'accès des citoyens aux services de l'eau et de l'électricité, soulignant la nécessité de moderniser l'administration en améliorant les procédures. Dans sa présentation du projet de loi, le ministre des Finances, Issel Mohoul Mohamed Mahdi, a déclaré que celui-ci intervient à la lumière d'un contexte international caractérisé par les répercussions de la pandémie et de la guerre russo-ukrainienne qui a affecté les chaînes de production et d'approvisionnement. Il a en outre indiqué que la hausse des prix de l'énergie et des matières premières est l'un des facteurs ayant conduit à une hausse des prix des denrées alimentaires compte tenu de la hausse inflation qui a atteint le plus haut niveau. Il a souligné que les élections législatives régionales et municipales qui doivent être organisées au cours de l'année 2023 ont été classées en plus de la fourniture des ressources nécessaires. Le ministre a évoqué toutes les interventions mises en œuvre par le gouvernement au cours des dernières années, notamment les transferts en espèces, les programmes sociaux, l'assurance maladie complète et les augmentations des salaires des employés depuis 2019 jusqu'à ce jour. La conférence des présidents s'est réunie à Nouakchott sous la présidence de M. Sidney Sokhna, premier vice-président de l'Assemblée. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat. L'ordre du jour de la réunion comportait la programmation et la reprogrammation des projets de loi exposés par le gouvernement, à savoir projet de loi numéro 021-22 autorisant l'adhésion de la République islamique de Mauritanie à la Convention de protection de la propriété culturelle en cas de conflit armé, avec la liste adoptée à La Haye, Pays-Bas, en date du 14 mai 1954, ainsi que ces deux protocoles. Projet de loi numéro 022-22 autorisant l'adhésion de la République islamique de Mauritanie à la Convention de l'Institut international du droit unifié UNIDROIT, signé en date du 24 juin 1995 à Rome, relative aux objets culturels volés ou illégalement importés. Projet de loi numéro 023-22 autorisant l'adhésion de la République islamique de Mauritanie à la Convention relative à la protection du patrimoine culturel submergé, adoptée à Paris le 2 novembre 2001. Projet de loi numéro 028-22 autorisant la ratification de l'accord de siège signé le 28 mai 2019 à Nouakchott entre la République islamique de Mauritanie et l'Organisation internationale pour la migration. Projet de loi numéro 030-22 autorisant la ratification de l'accord relatif à la coopération judiciaire dans le domaine civil et commercial entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, signé à Nouakchott le 12 juillet 2021. Projet de loi numéro 031-22 autorisant la ratification de l'accord relatif à l'extradition des personnes recherchées entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, signé à Nouakchott le 12 juillet 2021.
Projet de loi numéro 032-22 autorisant la ratification de l'accord relatif à la coopération dans le domaine pénal entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, signé à Nouakchott le 12 juillet 2021. Projet de loi 033-22 autorisant la ratification de l'accord relatif au transfert des personnes inculpées entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, signé à Nouakchott le 12 juillet 2021. Projet de loi numéro 037-22 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 035-99 en date du 24 juillet 1999 modifiée, portant loi des procédures civiles, commerciales et administratives. Projet de loi numéro 038-22 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 12-2007 en date du 8 février 2007 portant organisation judiciaire. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 14 novembre 2022 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe de développement économique et social destiné à contribuer au financement du projet d'approvisionnement de la ville de Kifa en eau potable. La conférence des présidents a décidé de transmettre pour étude les 10 projets de loi en commission technique spécialisée. Le programme de formation continue fourni par l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature à l'intention des fonctionnaires et agents de l'État au titre de l'année 2022 a pris fin aujourd'hui à Nouakchott. La cérémonie de clôture a donné lieu à la distribution des attestations aux stagiaires issus des différents départements ministériels. Le compte-rendu de cette cérémonie de clôture avec Emina Mentakhlil. Le programme de formation continue exécuté par l'École nationale de l'administration, du journalisme et de la magistrature, ENAJM, au profit des fonctionnaires et agents de l'État a pris fin pour l'année en cours 2022. La cérémonie de clôture a donné lieu à la distribution des attestations aux bénéficiaires issus des différents départements ministériels. Supervisant l'événement, la ministre de la fonction publique et du travail, Mme Zeynep Mtahmedna, a souligné que la force et l'efficacité de l'administration se mesurent par le niveau de professionnalisme et de professionnalisation des ressources humaines constituant le personnel administratif et que la formation et le renforcement des capacités sont devenus la principale entrée de tout processus de réforme destiné à la survie et à la pérennité. Elle a par la suite souligné l'intérêt accordé aux ressources humaines dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani Taharoudati, programme qui encourage la valorisation des ressources humaines à travers l'amélioration du niveau des performances des agents de l'État. Il prévoit, explique-t-elle, la formation de 8100 fonctionnaires et agents de l'État entre 2021 et 2024. Pour sa part, le conseiller du Premier ministre chargé de superviser la formation et l'amélioration de l'expertise des employés et agents de l'État, M. Diallo Amar Amadou, a expliqué que la formation des ressources humaines constitue pour l'État un élément essentiel dans le processus de développement économique et social du pays, tout en étant l'axe principal pour faire face aux défis de l'époque et suivre le rythme des évolutions rapides dans tous les domaines. De son côté, le directeur général de l'ENAJM, M. Mohamed Abdelkader Al-Alad, a indiqué que les formations qui ont débuté au mois de février ont permis aux bénéficiaires de suivre des présentations théoriques et pratiques faites par des compétences nationales et ont abordé 23 différentes spécialités. La ministre de la fonction publique s'était auparavant rendue dans les différentes salles de formation pour s'enquérir de près des conditions du déroulement de celles-ci. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, a reçu ce jeudi à Nouakchott la ministre tunisienne des Affaires culturelles, Dr Hayat Khattat Al-Qarmazi, accompagnée du directeur général de l'ALESCO, M. Mohamed Ould Amar. L'audience a porté sur les points saillants de la coopération avec cette organisation pana-arabe à vocation culturelle en tant que structure réunissant l'ensemble des pays arabes, en plus du soutien à apporter aux initiatives arabes en général et en particulier celles émanant de la Mauritanie d'une part et la coopération culturelle avec la République sœur de Tunisie d'autre part. Les deux départements de la culture en Mauritanie et en Tunisie avaient signé le 20 mai 2022 un programme exécutif orienté vers la coopération culturelle. La rencontre s'est déroulée en présence du chargé de mission, M. Mohamed Salem El-Boukhra,
presse, secrétaire général du ministère par intérim et du directeur de la coopération et des relations extérieures, M. Had Ma'loum Oulbaba. C'est sous le haut patronage de la première dame, Dr Mariam Fadel Dah, que les travaux du Forum de la promotion du leadership féminin pour la paix et le développement dans la région arabe ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Ce forum vise à contribuer à créer un environnement propice à la mise en œuvre des engagements des pays arabes envers les femmes, la paix et la sécurité, et à développer un cadre de réflexion et d'échange qui rassemble les gouvernements, les organisations de la société civile et les acteurs pour suivre et évaluer le degré de préparation des femmes aux travaux en cours pour la paix dans le monde. Le point avec Eminem Takhlil. C'est sous le haut patronage de la première dame, Dr Mariam Fadel Dah, qu'a été organisée la conférence sur le renforcement du leadership de la femme pour la paix et le développement durable 2022. Le forum vise à contribuer à la création d'un environnement propice à la mise en œuvre des engagements des pays arabes en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité et à développer un cadre de réflexion et d'échange qui rassemble gouvernements, organisations de la société civile et acteurs du domaine du développement et de l'intégration de la femme. Dans son mot d'ouverture, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamedoul Soueidat, a témoigné de la place de choix qu'occupe la femme mauritanienne dans la conscience collective à travers le rôle de premier plan qu'elle a toujours joué dans les différents aspects de la vie. Il a ajouté que le partenariat regroupant le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, l'ALESCO et le Centre Mohit pour l'autonomisation de la femme arabe s'inscrit dans un contexte où la femme mauritanienne se trouve au centre des intérêts de la politique générale du gouvernement. Il a déclaré qu'il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place une déclaration de coopération entre les gouvernements et les associations de la société civile pour évaluer les évolutions par rapport aux recommandations internationales concernant l'autonomisation et le leadership de la femme, surtout dans la zone arabe. Lui succédant, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Safiya Mtentaha, a indiqué que les femmes mauritaniennes constituent environ 52% de la population totale, soulignant que la question de la femme occupe une place prépondérante au sein du programme social du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Cet intérêt, explique-t-elle, s'est manifesté à travers les politiques et programmes de développement qui renforce les opportunités favorisant les femmes afin d'estomper les disparités et injustices. Pour sa part, le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, M. Mohamed Ould-Amar, a indiqué que ce colloque se veut une plateforme régionale visant à discuter des avancées en matière d'autonomisation des femmes et leur contribution à la paix et au développement. Il a également rappelé que les résultats dans ce domaine sont encore assez modestes, en particulier dans la région arabe. À son tour, la présidente du Centre Mohit pour le développement et les questions liées au genre et à la paix, Mme Mekfoula Mentaka, s'est félicitée du partenariat avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, la LESCO, dans l'organisation de cet événement de grande envergure. Elle a également salué l'intérêt qu'accorde le gouvernement à ce colloque en matière de prise en charge globale et d'accompagnement traduit par la supervision par la première dame du colloque et la présence des ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et de l'environnement et du développement durable. Un intérêt qui dénote d'une profonde compréhension des exigences du programme social et du développement du président de la République. À ce sujet, la ministre des Affaires culturelles tunisienne a déclaré que cette rencontre est l'opportunité pour le renforcement du leadership de la femme arabe et a passé en revue l'expérience de son pays dans le domaine de l'autonomisation de la femme et son leadership dans les différents aspects culturels, économiques, sociaux et politiques du pays. Honorables invités, le PNUD reste engagé à faire de la femme, dans son rapport à la paix, à la sécurité et au développement, un pilier de ses interventions programmatiques. Cette rencontre sur la paix et le genre reste une opportunité pour le PNUD pour réaffirmer sa détermination à œuvrer aux côtés du gouvernement, des acteurs de la société civile comme le Centre Mohit, de toutes les femmes de la Mauritanie dans toutes leurs composantes et diversités,
afin que la femme mauritanienne soit le levier du développement socio-économique. À la fin de la cérémonie d'ouverture, un trophée a été remis à la Première Dame en reconnaissance de ses efforts en faveur des questions féminines. Il a été réceptionné en son nom par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. D'autres trophées ont également été décernés à l'égard de personnalités mauritaniennes féminines en reconnaissance de leur leadership remarquable dans les différents domaines. Les malades souffrant d'insuffisance rénale bénéficient désormais d'une pharmacie située dans le centre d'hémodialyse du CHN. La structure a pour objectif de fournir des médicaments essentiels à des prix réduits. Le point avec Aminata Khan. Par la coupure de ce ruban symbolique, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Safiya Mint Taha, accompagnée du ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, ont procédé à l'inauguration de la pharmacie médicale au centre d'hémodialyse CIS au centre hospitalier national. La structure a pour objectif de fournir des médicaments essentiels à cette frange de malades à des prix réduits. L'occasion pour la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille d'indiquer que cette réalisation traduit le grand intérêt qu'accorde le président de la République à cette catégorie démunie de la société, intérêt traduit par l'accès aux soins et l'octroi d'un soutien financier. Les bénéficiaires ont remercié l'État pour la réalisation de cette pharmacie et indiqué que le traitement qu'ils suivent sont très coûteux et que cette action va leur permettre désormais d'acquérir les médicaments sans grande difficulté. Et comme à l'accoutumée, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime et le ministre de l'Environnement et du Développement durable ont commenté en conférence de presse les résultats du Conseil des ministres. Le point avec Eminem Tchelil. Des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé dans la matinée. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de loi et de décrets, dont ceux relatifs aux taxes sur les produits de pêche et la réglementation de la chasse en Mauritanie. Le ministère des Pêches et de l'Économie maritime a indiqué que les deux projets de décrets qu'il a présentés au Conseil des ministres visent à alléger la pression fiscale sur le secteur. Il a déclaré que la pression était plus importante en Mauritanie que dans d'autres pays de la sous-région. L'effort consenti par le gouvernement concerne l'accès aux ressources maritimes ainsi que les quantités de produits débarqués au sol. Qu'ils soient transformés ou pas, ceux-ci seront taxés à hauteur de 2% pour ce qui est des quantités destinées au marché national. Une baisse de 67% des taxes sera appliquée. Pour les autres quantités qui vont être stockées ou exportées, la baisse sera quant à elle de 50%. Le ministère des Pêches a annoncé que ces nouvelles mesures seront effectives à partir du mois de janvier 2023. Il est question, poursuit-il, d'une manifestation de la volonté de l'État de soutenir le secteur de la pêche afin qu'il continue de jouer un rôle majeur dans le développement économique et social du pays. Par ailleurs, le ministère des Pêches a déclaré que les pirogues CNM destinées à la pêche côtière sont autorisées par la loi à entrer dans la zone de pêche artisanale. Il a aussi déclaré que le marché est approvisionné correctement et que les prix sont convenables. Le ministre a rappelé que des dispositions ont été prises pour l'accès aux poissons à des prix symboliques ou subventionnés par l'État. De son côté, la ministre de l'Environnement est revenue sur le projet de décret relatif à l'application de la loi sur la chasse et la gestion de la faune. La première question portait sur lâcher les outardes, qui est une espèce en fait d'oiseau qui est en disparition chez nous et que le pays frère et ami des Émirats arabes unis nous ont permis en fait leur introduction dans la région de l'Inchiri. La seconde question portait sur les feux de brousse. On a un couvert végétal qui est 3 fois supérieur à la moyenne de ce qu'on a connu ces dernières années. Et donc, il était nécessaire que nous soyons beaucoup plus vigilants et que nous prenions le devant pour en fait prévenir les feux de brousse. Malheureusement, prévenir ne veut pas dire effectivement que nous pouvons les stopper. On a tous constaté qu'au début novembre, mais également la semaine dernière, il y a eu des feux de brousse. Début novembre surtout, où les feux de brousse étaient conséquents. Et donc le budget cette année a été augmenté de 50% en termes d'ouverture et de
nettoyage des pare-feux, mais également dans la question de la sensibilisation, également des brigades mobiles qui permettent en fait aux délégués régionaux qui sont présents dans toutes les régions d'être mobiles et de se déplacer rapidement pour accompagner les populations. La troisième question a porté sur les pollutions. Sur les 3 dernières années, il a été mis en place un dispositif qui oblige toutes les sociétés nouvelles qui entrent sur le territoire mauritanien ou alors qu'elles soient mauritaniennes ou étrangères, qui s'installent en tout cas, à avoir des études d'impact environnemental assorties d'un cahier des charges. Maintenant, vous me direz, celles qui étaient là. Celles qui étaient là également, nous avons un programme justement pour les mettre à niveau, faire en sorte également qu'elles suivent le même dispositif. En tout cas, sur le premier trimestre 2023, Inch'Allah, nous allons promulguer la loi sur les évaluations et les contrôles environnementaux qui vient renforcer le processus et le normaliser. Sur effectivement les résultats de notre déplacement à Washington. Effectivement, la ministre de l'Environnement que je suis a eu l'honneur d'accompagner le président de la République les 12 et 13 décembre dernier à Washington. Ensuite, je suis allée à la COP Biodiversité à Montréal. Et donc, ces 12 et 13 ont été marqués par le prix qui a été octroyé au président de la République et qui a mis la Mauritanie en l'honneur comme un pays champion dans la lutte contre la désertification. Mais également, un second événement a également mis la Mauritanie à l'honneur parce qu'on a été reconnu comme un pays qui fait des efforts conséquents avec des résultats probants dans la lutte pour la paix, mais également pour la sécurité dans cette région. De son côté, le porte-parole du gouvernement a répondu à une question relative à la construction de la route Attar-Chinguitti et a déclaré que le processus d'appel d'offres en 2 étapes est en cours. La première partie concerne les offres techniques des soumissionnaires, tandis que la seconde a trait à l'aspect financier. Il a estimé que le processus devrait être bouclé d'ici 2 mois. En ce qui concerne les visites du président de la République à l'intérieur du pays, le porte-parole du gouvernement a rappelé qu'elles ont toutes pour objectif l'inauguration d'installations, la pose de première pierre de projets et le lancement de programmes importants au profit des populations. Le président et les membres de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel APA ont prêté serment ce matin à Nouakchott devant le président de la Cour suprême, M. Cheikh Ahmed Sid Ahmed. Le président de la Cour a demandé au président de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel et à ses membres de se présenter devant lui pour prêter le serment légal suivant. Je jure par Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant, d'accomplir ma mission en toute honnêteté, de l'exercer en toute impartialité et intégrité conformément à la Constitution et aux lois de la République islamique de Mauritanie et de garder le secret des délibérations même après la fin de ma mission. Ont prêté serment M. Hussein El-Meddou, président de la APA, membres Abdelrahman Horma Babana, Cheikh Tijan Dia, Hawam Tmeiloud, Mohamed Oul-Bouhait, Halima Diagana, Omar Mokhtar, Ahmed Salim, Sidi Abdallahi, Meddele Bellal. La séance de prestation de serment s'est déroulée devant le président de la Cour suprême en présence du procureur général, près cette cour et des greffiers. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République supervise le lancement des travaux d'extension du réseau routier de la ville d'Ayoun, ainsi que la réhabilitation et la reconstruction de 7 tronçons d'une longueur de 700 km du réseau routier national. Le président de la République supervise l'inauguration de l'extension des réseaux électriques de la ville d'Ayoun et des sièges des conseils régionaux de 10 wilayas du pays. Et les habitants de la wilaya du Houd al-Gharbi réservent un accueil chaleureux au président de la République lors de sa visite de travail pour inaugurer et poser la première pierre de nombreux projets de services et de développement. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.